Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Lèche, président fondateur de l'Institut de sondage Ipsos. Jean-Marc Lèche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour ce dernier talk de l'année 2010, je vous propose de passer en revue les personnalités politiques et de voir un petit peu quelle a été l'évolution de leur popularité, de leur cote de confiance et est-ce que, à l'horizon 2012, quels sont leurs atouts. Donc si vous voulez bien, on pourrait commencer par Nicolas Sarkozy, président de la République. Si on regarde le tableau de sa cote de confiance, selon le baromètre TNS-Sofres, il était à 32% en janvier 2010, il est tombé à 24% en décembre. Alors est-ce qu'avec une popularité aussi basse, on peut facilement construire une candidature pour 2012 ? Nicolas Sarkozy est en difficulté d'opinion depuis janvier 2008. C'est le moment où il est passé du vert. Il a commencé avec une grande popularité. Plus de 60% des Français étaient... Quand il arrive à l'Élysée, oui, il est populaire. Et janvier 2008, c'est le moment où les courbes se croisent, c'est-à-dire que le vert devient rouge, et donc il a davantage d'opinions négatives que positives, de défiance que de confiance, et il ne s'en est jamais remis. Sauf un tout petit peu à la fin de son épisode européen, quand il a été le président de l'Europe, avec l'histoire de la Géorgie, mais ça n'a duré qu'un mois. Donc la défiance à l'égard de Nicolas Sarkozy a commencé il y a longtemps, et elle est datée. C'est à la fois le bling-bling, avec Carla, c'est du sérieux, dit-il devant les journalistes, et d'autre part, qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors que les caisses sont vides ? Et dès ce moment-là, finalement, le président qu'on avait élu et aimé n'était plus tout à fait le même homme, il ne s'est jamais rien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut transformer une défiance aussi forte, puisque dans le Figaro Magazine, on le voit bien comme dans les autres sondages, c'est que vous avez très peu de gens qui n'ont pas d'opinion aujourd'hui. Les fameux NSP ne se prononcent pas. Ils sont très faibles ils sont entre 0 et 4. Ouais. Donc il s'agira de transformer une intensité de rejet et de défiance en une intensité de désir. Et ça, c'est un travail extraordinairement compliqué à faire. Alors le fait d'avoir changé, d'avoir un peu rééquilibré les pouvoirs entre François Fillon et lui. On voit sur la cote de popularité de François Fillon que lui a plutôt une stabilité. Il était à 37% de confiance en janvier, il est à 35% en décembre. Est-ce que là, ça peut permettre à Nicolas Sarkozy de reconquérir une partie du terrain perdu ? Alors Fillon, lui, il fait le trou avec Sarkozy, c'est-à-dire qu'il fait la différence avec lui dès ce même mois de janvier 2008. C'est à ce moment-là que Fillon passe au vert et il ne sera que rarement au rouge. C'est-à-dire que la majorité des gens... Fillon se promène toujours entre 45 de faveur et 52-53 de défaveur. Bon, donc il est 10 à 15 points au-dessus de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce que Sarkozy aujourd'hui mécontente 20% de son électorat du premier tour de 2007. Alors que Fillon, lui, ne mécontente que 10% de l'électorat de Sarkozy de premier tour de 2007. Donc... je passe Bayrou, je passe tout ça. La difficulté qu'a Nicolas Sarkozy aujourd'hui pour sa réélection, c'est le premier tour à cause de Marine Le Pen, mais c'est surtout le deuxième tour. Quand vous distribuez un premier tour, Strauss-Kahn, Sarkozy, vous avez 50%. Donc il vous reste 50 pour le deuxième tour. À conquérir. À conquérir. Eh bien, c'est simple. Sarkozy en prend 14 et Strauss-Kahn 36. Donc le deuxième tour s'installe comme un référendum contre Sarkozy. C'est à ça que le président devra s'affronter. Donc s'il pense gagner de peu, le risque majeur pour lui, c'est la cohabitation juste après, dans l'organisation Jospin qui veut que les législatives suivent la présidentielle quelques semaines après. Tout à fait. Alors justement, vous avez abordé Dominique Strauss-Kahn. Passons au Parti Socialiste, où on voit là une répartition qui est totalement en faveur du directeur général du FMI, avec une cote d'avenir à 47%, devant Martine Aubry à 40%, Ségolène Royal à 30% et François Hollande à 28%. Alors ça veut dire que les jeux sont faits. On voit bien que pour les sondages, même sur les primaires, Dominique Strauss-Kahn est largement devant les autres. Alors on va faire un petit plaidoyer pro-domo. 47% cote d'avenir. La question est plus dure que celle d'Ipsos qui est favorable. 60% sont favorables, 47% lui donnent une cote d'avenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'il sera en lice, oui, il va probablement dégringoler... sinon de plusieurs étages dans l'ascenseur, du moins de quelques marches dans l'escalier. Mais jusqu'à quel niveau ? Il garde un socle assez important ou alors il dégringole beaucoup ? Il fait un premier tour correct dans tous les sondages d'intention de vote, ouais. 24, 25, 26. Il peut espérer être devant Nicolas Sarkozy, pour peu que Nicolas Sarkozy, lui, soit embêté sur sa droite et son centre, Marine Le Pen et François Bayrou et Dominique de Villepin. Et le deuxième tour est confortable. La question pour Dominique Strauss-Kahn, c'est celle de son image. Son image sera celle de la compétence.
La compétence, c'est un temps long. Là où Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 avec la rupture et l'action, qui est un temps court, Strauss-Kahn a un peu plus le temps. Maintenant, est-ce que c'est une sorte de gazelle préélectorale? Est-ce qu'il peut gambader vraiment et mettre le feu à la prairie? C'est pas son style, c'est pas son genre. Et plus la crise mondiale dure, plus finalement troquer la casette FMI contre une casette de candidats de gauche va être compliqué. Est-ce que la primaire, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, c'est un bon moyen de sélection du candidat du Parti socialiste? On a vu en 2006 que la primaire avait débouché finalement sur des divisions qui une impossibilité de réconciliation. En 2006, la primaire était une primaire sondagière. Ségolène Royal était vainqueur, les sondeurs interrogeaient des militants socialistes, les militants disaient la même chose que les électeurs. On fera pareil là, non? Non, parce que là, vous avez plein de Mickey qui peuvent arriver et raconter ce qu'ils veulent. Dans les sondages qui ont été faits, vous avez 10% de gens qui sont proches de l'UMP qui ont envie d'y aller. Vous avez 20% de Verts qui ont envie d'y aller. Donc, vous avez énormément de parasites qui ont envie de venir dans cette élection pour la faire foirer. N'oublions pas quand même qu'en 2007, à peu près 500 000 électeurs ont quitté le camp de Nicolas Sarkozy pour voter Bayrou de manière à empêcher Royal, même si finalement c'est elle qui a été au deuxième tour. Alors vous évoquez Bayrou, est-ce qu'il peut rééditer en 2012 l'exploit de 2007 en étant le troisième homme, alors que maintenant, sur son espace, il y a une grande concurrence entre Dominique de Villepin qui s'y installe, on voit Jean-Louis Borloo qui aimerait aussi y aller. L'espace à droite de gens qui sont déçus par Nicolas Sarkozy, lesquels sont importants, on parlait tout à l'heure, il y a autour d'un cinquième des électeurs de premier tour de Sarkozy qui sont mécontents de lui aujourd'hui. Cet espace-là, il est occupé par François Fillon. François Fillon ne sera pas candidat contre Nicolas Sarkozy. Ça redonne un espace à Bayrou, d'autant plus que Borloo n'ira probablement pas. Donc la question est, sur le procès Clearstream, si Dominique de Villepin est ennuyé, est-ce qu'il se rallie ou pas à François Bayrou? Si Dominique de Villepin se rallie à François Bayrou, je pense que Nicolas Sarkozy est en difficulté parce qu'à ce moment-là, le bloc Marine Le Pen fera entre 12 et 15%, le bloc Bayrou sera à peu près au même niveau, et donc il est absolument impossible, dans ces conditions-là, que Nicolas Sarkozy excède 20%. D'accord. Vous prévoyez, vous imaginez que Marine Le Pen sera assez haute et peut-être du coup être la troisième personnalité politique de l'élection présidentielle. Alors elle est, on s'excite beaucoup sur les bonnes opinions les concernant. C'est entre 22 Ça c'était 27, votre sondage Ipsos 27, qui l'a placé à 27%. 27%. Ouais. Mais la quantité de gens qui ne l'aiment pas, c'est 62, 63, 65%. Donc elle clive autant que le papa. Donc elle n'est pas Marinella. Elle n'est pas simplement quelqu'un qui aujourd'hui peut nettoyer le passif du père pour se présenter autrement. Donc en termes d'attention de vote, elle peut récupérer parce que, quand même, Nicolas Sarkozy avait pris beaucoup de voix qui avaient voté Le Pen en 2002. Elle peut les récupérer aujourd'hui. Ça fait 15% maximum et pas plus. Pas plus. Donc vous n'adhérez pas à la théorie du moment qui veut qu'il peut y avoir un 21 avril à l'envers ou à l'endroit, mais en tout cas donc que la Marine Le Pen puisse créer la surprise. Non, je ne crois pas. Je crois qu'elle est en formation. Elle a un programme économique qui, pour les Français, n'est pas très compréhensible. Ensuite, Mélenchon est pour elle quelqu'un qui peut l'ennuyer. C'est-à-dire que le populisme de Mélenchon, le fait que Mélenchon dise des choses qui n'ont strictement d'aucune manière ne peuvent être appliquées dans le programme, sa concurrence, elle est là. Alors nos deux derniers protagonistes, j'allais dire, Eva Joly, Nicolas Hulot, lequel des deux est le plus dangereux selon l'endroit où on se passe ou le plus favorable pour l'électorat? Là, quand même, M. Hulot est beaucoup plus fort que Mme Joly. Il n'y a pas de souci. Il est dans le top 50 de l'IFOP. Il est classé du côté des Français les mieux aimés. Il a un contenu. Ça lui fait une popularité, mais est-ce que ça se transformera en vote? C'est plus Ushuaïa, Nicolas Hulot, c'est plus directement le faiseur de magazines, le mec qui habite à Fontainebleau dans une hutte, enfin bon, c'est plus ça. Ouais. C'est quelqu'un qui a un contenu. Il a participé au Grenelle, donc s'il veut être candidat, il perturbera tout le jeu politique, beaucoup plus que les autres ne pourront le faire. Et en revanche, si c'est Eva Joly, elle n'est pas sûre, selon vous, d'avoir un bon score. Enfin, la greffe peut-elle prendre? Alors Eva Joly, c'est la gauche morale, c'est les juges d'instruction. Bon, plus effectivement il y a des faits divers politico-financiers, plus Eva Joly. Mais ça ne peut pas excéder 5 à 6 points, sauf si
tout d'un coup, elle peut faire moins à ce moment-là, le remords du 21 avril fabriquerait le fait que les gens de gauche ne voudront pas revivre l'échec du 21 avril, c'est-à-dire l'échec de la gauche en 2002, oui. Auquel cas, et Mélenchon et Eva Joly n'excéderont pas 10% à eux deux. D'accord. Alors, Christian Jacob était à votre place hier. Il vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. Alors, on vient de boucler un budget où on est passé de 150 milliards d'euros de déficit à 90. Comment les Français ressentent cette politique? Est-ce que c'est mis aujourd'hui au crédit de ce gouvernement qui fait des efforts importants et qui en fait faire aux Français? Ou est-ce que les Français ont le sentiment que ça n'est pas un vrai sujet? Alors au fond, est-ce que la rigueur qui est imposée aux Français sera portée au crédit de Nicolas Sarkozy ou au contraire Mais non, on pourrait dire à Christian Jacob, fume. Aujourd'hui, l'enquête a été publiée par BVA dans les Échos il y a 3 jours. Donc il y a une liste d'une quinzaine de sujets de préoccupation, il y a une possibilité de réponse. En 1, le chômage, en 2, le pouvoir d'achat, en 3, les inégalités, et en 5 seulement la réduction des déficits. Les Français donc c'est pensent... pas le sujet de 2012. Mais non, ils pensent qu'avec les déficits, c'est comme avec la sécurité sociale. Ce que les Français aiment avec les déficits et aiment avec la sécu, c'est qu'on fasse des télétons. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'à renflouer en donnant de la thune. Il n'y a qu'à monter 3 émissions de télé, on donne du pognon, et après on regarde comment on a réussi à faire un petit trou. Jean-Marc Lèche, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous donne rendez-vous le 3 janvier 2011 pour un nouveau talk.